Bonsoir à tous. On va donc commencer. Je me présente, je suis Sylvie Charmant, chargée de communication à la Direction du développement durable des territoires de la province Sud. Et je vous remercie tous d'être venus nombreux pour cette avant-dernière conférence C'est Nature sur le thème, avant-dernière conférence de l'année, sur le thème des feux en Nouvelle-Calédonie. Donc, pour rappel, une conférence C'est Nature, c'est une conférence gratuite à destination du grand public qui est animée par des scientifiques qui viennent présenter les résultats de leurs travaux de recherche. Les conférences sont organisées par la province Sud et le CRESICA. Donc, le CRESICA, c'est un organisme, c'est un consortium qui regroupe 9 organismes de recherche, dont les plus connus sont l'IRD, l'IAC, l'Institut Pasteur ou encore l'université. Donc pour nous, c'est important d'organiser ces conférences parce qu'on souhaite informer, sensibiliser la population sur les enjeux et menaces qui pèsent sur notre environnement. Et on a bien conscience que créer ces moments de partage d'informations, c'est important pour que chacun à son niveau puisse œuvrer pour la préservation de notre environnement. Donc, je vous informe aussi que la conférence de ce soir, elle est filmée par Calédonia. Donc, elle sera diffusée dans quelques semaines sur la chaîne et ensuite elle sera mise en ligne. Et puis, je passe maintenant la parole à mes collègues qui vont présenter les intervenants. Merci Sylvie, bonsoir à tous. Je suis Marion Mastro-Moreau, chargée de diffusion scientifique au CRESICA. Donc, je vais vous présenter deux de nos intervenants de ce soir. Pour commencer, Gaël Terry, jeune calédonien, nouveau docteur en géochimie environnementale, qui vient de soutenir sa thèse en septembre à l'université Paris-Saclay. Et ensuite, Fabien Albouy. Fabien est ingénieur spécialisé dans le domaine des systèmes d'information géographique et de la géomatique. Il a piloté de nombreux projets sur des thématiques variées, environnement, climatologie, urbanisme, topographie, en Hexagone, en Afrique de l'Ouest et au sein de l'administration calédonienne. Après avoir eu la responsabilité du système d'information de l'Observatoire et des études géomatiques relatives au suivi des incendies, de l'érosion ou encore des dynamiques forestières en Nouvelle-Calédonie, il a été nommé directeur de l'œil en mai 2019. Je laisse la parole à Marie de l'IRD. Bonsoir à tous, donc je suis Marie Barito, chargée de médiation scientifique à l'IRD. Avant de présenter Farid et Pierre-Yves, je tenais juste simplement à remercier la province Sud pour l'accueil ce soir. Donc Farid Juillot, après l'obtention d'un doctorat en géochimie fondamentale et appliquée à l'université de Paris Diderot, Farid exerce durant une douzaine d'années dans cette même université en tant que maître de conférences en géosciences de l'environnement, avant d'intégrer définitivement l'IRD en 2014 en tant que chargé de recherche. Ses compétences concernent la minéralogie et la géochimie environnementale, qu'il utilise pour étudier les impacts des activités humaines sur le cycle des éléments traces métalliques, classiquement appelés métaux lourds, dans l'environnement. En Nouvelle-Calédonie, il développe ses activités de recherche dans l'optique de contribuer à l'élaboration de politiques publiques destinées à prévenir et réduire les risques environnementaux et sanitaires, associés à la présence d'éléments potentiellement toxiques dans les différents écosystèmes caractéristiques du continuum terre-mer, donc les massifs miniers, les sols, les hydrosystèmes, les mangroves et les sédiments lagonaires. Et puis Pierre-Yves Lemeur. Donc Pierre-Yves est anthropologue à l'IRD depuis 2007, directeur de recherche et membre de l'unité de recherche SENS, qui signifie Savoir, Environnement et Société, en poste en Nouvelle-Calédonie de 2008 à 2015 et de nouveau depuis 2021. Avant d'être recruté par l'IRD, il a travaillé pour plusieurs universités à l'international sur les politiques de ressources et des appartenances, principalement en Afrique de l'Ouest et secondairement en Asie du Sud-Est. Il a également été amené à travailler sur la réforme foncière en Nouvelle-Calédonie. Ses travaux en anthropologie portent principalement sur les enjeux de connaissance et de politique des ressources naturelles et des environnements terrestres et marins. En Nouvelle-Calédonie, il a en particulier exploré les questions de terre, de mines et d'eau, et plus récemment les enjeux liés aux grands fonds marins, avec un intérêt particulier pour les interfaces sciences politiques, société, les usages de l'anthropologie et les approches interdisciplinaires.
Merci à eux d'être présents ce soir. Bonne conférence. Bon, merci pour la présentation. Ça fait toujours un peu bizarre. C'est bon, vous m'entendez correctement? Si jamais j'éloigne trop le micro, vous me dites. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, notre conférence va être à plusieurs voix. Donc, je vais présenter tout d'abord les questions plutôt anthropologiques liées au feu. Ensuite, Fabien s'appesantira plus sur les enjeux d'observation, de suivi, les enjeux méthodologiques associés, de cartographie, de SIG, etc. Et puis, Gaël et Farid reviendront sur le sujet des impacts du feu sur la qualité de l'eau, qui est un sujet absolument central. Donc, évidemment, on va vous parler de la Nouvelle-Calédonie, mais le feu, c'est un enjeu global. Vous vous en doutez un petit peu, vous lisez la presse, vous regardez la télévision. Il suffit pour s'en convaincre de regarder ce type d'images. Donc, c'est des images satellites qui montrent l'importance quantitative, en quelque sorte, des feux à l'échelon global, qui montrent aussi, je ne rentre pas dans le détail, leur caractère saisonnier, évidemment. Donc, on voit bien la différence hémisphère sud, hémisphère nord. Après, on pourrait se poser la question de savoir quels sont les bons critères pour mesurer à l'échelon global les feux, leur impact. Est-ce qu'il s'agit de voir le nombre de feux, les surfaces concernées, la quantité de biomasse détruite, etc. C'est des points sur lesquels on reviendra, mais on voit bien que la question des indicateurs qui permettent de rendre compte de l'ampleur des feux, c'est une question qui est très importante. Autre enjeu central, les feux se situent dans un contexte aussi. Le contexte, c'est même un double contexte, à la fois de changement climatique et de globalisation économique. Et ce contexte, évidemment, est facteur d'aggravation de la situation. Et les projections, telles qu'elles sont réalisées sur cette image, j'allais dire font froid dans le dos, mais c'est un jeu de mots de très basse qualité. Toujours est-il qu'en fonction des scénarios, on voit bien des différences massives, c'est-à-dire plus 0,5 degrés entre le scénario de la ligne supérieure et le scénario de la ligne inférieure. Ça donne des résultats extrêmement massifs en termes de, par exemple, allongement de la durée des saisons des feux. Sachant que le 1,5 degré, c'est le scénario de l'accord de Paris et dont on sait très bien qu'il ne sera pas respecté. Donc 2 degrés, ce sera probablement plus, mais on voit bien déjà qu'il y a un enjeu très fort lié au changement climatique. Tout ça pour dire aussi, ce que disent pas les cartes évidemment, parce qu'elles sont trop nécessairement simplificatrices, c'est que le feu, c'est un enjeu extrêmement complexe qui s'insère dans un jeu de relations, de causalité, qu'il s'agit de décrypter. C'est un petit peu ce qu'on va essayer de faire ce soir. Et donc, il y a différents modèles qui essaient de rendre compte de cette complexité. Donc là, on a pris un exemple qui est très, très utilisé dans le monde des études environnementales, on va dire, modèle DEPSIR, qui est basé sur 5 gros blocs de critères qui partent des forces motrices, les drivers, qui agissent via des pressions, qui génèrent des impacts, qui jouent sur l'état de la ressource et qui génèrent éventuellement des réponses d'action publique ou de politique publique. Il faut voir ce type de schéma comme une façon de se construire un pense-bête pour essayer de ne pas oublier des facteurs qui pourraient être négligés dans l'analyse d'un phénomène comme celui du feu. Alors là, c'est un pense-bête déjà qui est déjà critiquable parce qu'il manque la question de la qualité de l'atmosphère, qui peut être impactée évidemment, la qualité de l'air par les incendies. Donc voilà, donc ça c'est des modèles. C'est une fois de plus, il ne faut pas leur faire dire plus que ce qu'ils peuvent dire. C'est des pense-bêtes très pratiques qui permettent après de se focaliser sur certains éléments et sur certains types de relations pour voir si c'est des relations de causalité, des relations d'aggravation, etc. Donc là, on va passer à la Nouvelle-Calédonie. La question des feux, on va le voir à une trajectoire un petit peu ambiguë, mais toujours est-il que depuis une quinzaine d'années, on va dire, il y a eu pas mal d'études qui se sont mises en place. Et un moment peut-être pivot, c'est le projet qui s'appelait INC, donc sur les incendies et la biodiversité en Nouvelle-Calédonie, qui est un projet financé par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, qui a duré plusieurs années et qui visait à proposer des éléments de modélisation, de cartographie, d'identification des causes des feux. Donc l'idée, c'était d'avoir une approche qui soit pluridisciplinaire d'une part et multi-échelle d'autre part. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce projet s'est mis en place à l'issue de réunions qui étaient des réunions multi-acteurs. Ce n'est pas une initiative qui vient uniquement de la recherche. Il y a eu les Assises du Feu en 2006, je crois, en province Nord, qui réunissaient donc les provinces, qui réunissaient aussi des acteurs type ONG. Donc il y avait vraiment un besoin
d'approfondir les connaissances, en fait, parce qu'elles n'étaient pas insuffisantes pour pouvoir construire une politique par rapport au feu qui soit pertinente. Il y a aussi un événement qui est très fondateur, c'est l'incendie de la Montagne des Sources en 2005-2006, qui est un événement pivot au sens où il a forcé à repenser la question des feux très, très fortement et qu'il est utilisé comme un marqueur un petit peu d'une nouvelle époque dans cette question des incendies. Donc ce projet IC, au fond, il a été repris en termes d'observatoire, de suivi par l'œil. Donc Fabien va en parler, donc je ne rentre pas du tout dans le détail. Et il y a eu 2 thèses aussi qui sont assez marquantes, dont une dont je vais parler, qui est la thèse de Marie Toussaint, qui est une thèse en anthropologie. Alors ce qui est intéressant, c'est que là encore, c'est une demande de la province Nord, c'est un financement de la province Nord, donc à 50%, sur la question d'une meilleure connaissance des pratiques et des savoirs liés au feu. Et puis il y a la thèse de Caroline Tramier, qui est beaucoup plus sur le triangle espèces invasives, feu et effets hydrologiques. Donc je vais vous parler plutôt principalement de la thèse de Marie, dont j'ai été le superviseur. Donc là, je vais jouer le rôle de porte-parole. C'est elle qui a fait le boulot, et elle a fait un boulot effectivement considérable. Les objectifs, ils sont de 2 ordres en fait. Je l'ai dit, la demande venait de la province Nord en particulier. Donc il s'agissait d'une part, en termes scientifiques, de comprendre des articulations entre des pratiques, des enjeux de gestion des feux et la mise en place de politiques environnementales adaptées. Et d'autre part, il y avait l'idée de fournir aussi un appui à une formulation de politiques publiques en matière d'environnement qui soit pertinente. Et donc pour faire ça, c'est basé sur disons une méthode à la fois classique et non classique en anthropologie. Ce qui est classique, c'est la densité du nombre d'entretiens qualitatifs, le travail de terrain localisé en choisissant 3 terrains un peu contrastés. Alors, ils ne sont pas représentatifs au sens statistique, mais ils sont contrastés au sens où ils présentent des enjeux par rapport au feu et des configurations d'acteurs significativement diversifiés ou différenciés. Donc avec beaucoup d'entretiens, des observations menées sur place. Et il y a une espèce de 4e site multilocalisé, c'est le site de l'action publique en fait. Donc elle a fait aussi énormément d'entretiens et d'observations à la province, etc., auprès de la sécurité civile, pour comprendre un petit peu comment se construisaient les politiques publiques en matière d'environnement, en matière de feu. Et elle les a aussi mis en perspective sur un mode historique, en faisant tout un travail d'archives et d'entretien, ce qui permet aussi de voir d'où sortent les politiques environnementales, à quel moment elles ont été construites et en fonction de quelles problématiques. Alors ce qui est intéressant, c'est un espèce de résumé, c'est même pas en 180 secondes, c'est en moins que ça. C'est d'une part, autour du feu, il y a toujours des pratiques et des savoirs. Alors, évidemment, il y a des incendies, il y a des accidents, etc. Mais fondamentalement, il y a des savoirs et des pratiques. Et d'autre part, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est qu'on n'a pas toujours le feu comme une construction publique, en fait. C'est-à-dire le feu construit comme problème public. Il y a des époques où le feu n'existe pas comme problème public et des époques où il se construit, il émerge comme problème public, ce qui est le cas actuellement. Alors, si la thèse de Marie Toussaint donc, commence à la période coloniale. Donc, pour dire les choses, c'est de manière extrêmement rapide. Hein. Donc, la pratique du feu à l'époque coloniale, c'est d'une part une agriculture sur l'agriculture kanak, une agriculture dite sur brûlis, donc c'est un raccourci, mais qui renvoie au fait que le feu est un instrument de production agricole absolument central. Mais la colonisation, c'est aussi l'émergence d'autres pratiques du feu. Des feux de défriche pour le front pastoral, des feux miniers mis en place par les prospecteurs miniers, et puis évidemment un feu punitif, un feu politique de domination et de spoliation foncière. Donc on a une déstabilisation de la gestion traditionnelle des espaces et donc de l'outil feu, entre autres, de nouvelles pratiques, l'élevage, la mine, la chasse aussi, qui se transforme fondamentalement avec l'invasion ou le début de l'introduction d'espèces devenues invasives par la suite, à savoir les cerfs et les cochons. Et de manière un peu paradoxale, une absence totale de réglementation, y compris dans le cadre du Code forestier de 1910. Malgré pourtant les commentaires et les alertes des inspecteurs et administrateurs coloniaux qui mettent en garde sur les effets dévastateurs des feux miniers et des feux pastoraux des colons. La seule mesure d'interdiction, c'est sur l'espace kanak, qui est un espace extrêmement réduit, puisqu'avec la mise en réserve, c'est plus que 5 à 6% du territoire. Dans le cadre du régime de l'indigénat. Et au fond, ce n'est même pas une mesure spécifique sur le feu, c'est un espèce de sous-produit de ce régime disciplinaire extrêmement répressif. Donc, jusqu'aux années 40, il n'y a pas vraiment de politique du feu. On va dire ça comme ça. Et le feu n'émerge pas exactement comme un problème public. C'est seulement après la Deuxième Guerre que le feu va progressivement émerger comme un problème public, un problème de politique publique. Alors,
là, je vais passer extrêmement vite, c'est plusieurs étapes. Il y a la création d'un service des eaux et forêts au sens strict du terme, c'est-à-dire que là encore, il y a une espèce de décalage ou de désarticulation dans l'histoire calédonienne. La politique forestière est très tardive, en fait, par rapport à d'autres colonies de l'Empire français. Il y a de nombreux incendies liés au reboisement et en particulier aux plantations, qui sont des incendies à caractère aussi foncier, éventuellement politique. Au moment des événements, il y a aussi pas mal de feux. Le feu est d'un usage commun pour différentes raisons, on pourra y revenir. Il y a la naissance aussi d'organisations écologiques plutôt calédoniennes, locales, dès la fin des années 60, qui commencent à s'intéresser à la question. Et c'est plutôt dans les années 90, avec la création des provinces, et dans les années 2000, que naît vraiment une réflexion plus importante sur la question du feu, avec aussi l'importance de plus en plus forte des organisations, des ONG d'origine internationale. Donc, ce qui est intéressant depuis les années 70, c'est qu'en fait, il y a une répression du feu qui devient assez systématique en termes d'orientation politique. Il y a une très forte moralisation de l'usage du feu. Le feu, c'est mal, par définition. Et une cristallisation d'un certain nombre d'idées reçues. Et en particulier, l'idée que les écobuages sont mal maîtrisés, que ça, c'est une cause de feu. Et tout est problématique dans l'expression, en particulier le terme d'écobuage, très utilisé en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il n'y a pas d'écobuage en Nouvelle-Calédonie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quels sont les savoirs sur le feu qui permettent de justifier ces politiques. Et on voit que ces savoirs sont très limités. Et puis, il y a aussi dans l'espace public la reproduction de clichés via des caricatures que je ne commenterai pas ici. Alors, cette émergence progressive du feu comme problème de politique publique, il passe aussi par des campagnes de communication, sensibilisation, vulgarisation, qui prennent des formes différentes dans les années, là c'est plutôt les années 60, alors il faudrait voir exactement les dates. Dans les années 80, 90, la forme, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'idée, c'est mon pays, c'est l'idée aussi que la question de l'environnement, c'est une question citoyenne en quelque sorte, qui émerge. Là, donc, le feu est lié à des enjeux de souveraineté, de citoyenneté, de reprise de contrôle sur ses ressources. Et puis, dans les années 2000, on a des campagnes qui ont un caractère extrêmement moral, en fait. Le feu, c'est mal, le feu ou la vie, des choses comme ça, qui sont totalement inefficaces. Et c'est une des raisons pour lesquelles la thèse de Marie Toussaint a été sollicitée par la province Nord, c'est qu'ils sont aperçus que leur campagne de communication était une catastrophe, même si elle partait d'un bon sentiment. Donc, si on résume tous ces aspects-là, on a des pratiques qui ont longtemps été réprouvées de manière en bloc, en fait, sans nuance, sans le fait d'essayer de savoir s'il n'y a pas des différentes pratiques et savoirs du feu. Ces pratiques, elles ont été fortement transformées par la recomposition des espaces fonciers, politiques, environnementaux. Et il y a un aspect qui est très important aussi, c'est dans toutes ces politiques, c'est la faible prise en compte des pratiques vivrières. Or, des études qui sont plus si récentes que ça, des années 2010 de l'IAC en particulier, ont montré le poids de l'agriculture vivrière en termes quantitatifs. C'est en gros 50% de l'agriculture calédonienne. Elle est invisible sous les radars parce qu'elle est peu marchandisée. Et c'est une agriculture qui utilise énormément le feu encore. Donc, il y a des questions à se poser sur l'usage du feu et son usage éventuellement productif. Tout ça sans idéalisation ni naïveté. Juste une question très objective. Après, derrière ça, et ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a une diversité des techniques, des usages du feu. Il y a des termes qu'il faudrait employer de manière beaucoup plus stabilisée. L'écobuage, c'est une façon de couper la couche superficielle du sol, de la retourner et de créer du feu en dessous. C'est quelque chose de très particulier qu'on ne trouve pas en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas du tout la même chose qu'un brûlis. Et le brûlis et l'essartage, ce n'est pas la même chose non plus. L'essartage, ça suppose aussi de couper des arbres, le couvert forestier. Ce n'est pas non plus ça qui est majoritaire ici. Donc, on a des feux plutôt de brûlis et qui sont plutôt des feux courants, en fait. Et pas des feux couverts. L'écobuage, c'est une forme de feu couvert, en fait. Et puis, il y a en plus à prendre en compte une diversité des fonctions du feu. Ça sert à quoi le feu? Est-ce que c'est un usage agricole? Est-ce que c'est un usage pastoral? Est-ce que c'est un usage cynégétique, artisanal, comme on va le voir? Ou autre? Il y a des accidents, évidemment, il y a des erreurs. Il y a aussi du feu utilisé dans la guerre, dans des moments de colonisation. Le feu peut être utilisé aussi comme un outil rhétorique, en quelque sorte, pour exprimer un conflit foncier en particulier. Donc on voit qu'il y a une diversité des usages du feu et qu'on peut, par conséquent, pas rassembler le feu sous une catégorie unique. Alors là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je pense que sinon, ça risque d'être un peu long, mais c'est juste un aperçu ultra rapide des travaux. Et je reviendrai sur les limites de ces travaux aussi, de la difficulté à les faire, sur les pratiques du feu en milieu kanak. Donc, c'est des feux à fonction plurielle. Il y a différentes fonctions du feu, différents usages. Il y a des brûlis, des feux courants qui ont une vocation plutôt agricole.
Il y a des feux de savane qui ont une vocation plutôt artisanale, c'est-à-dire conserver les imperata qui permettent de produire des pailles, qui permettent de faire le couvert des cases, le toit des cases. Il y a aussi une dimension qui peut être aussi esthétique, de propreté d'un paysage, de construction d'une savane à niaouli qui soit belle, mais en même temps, il y a un usage. Il y a les pailles d'une part, il y a le niaouli d'autre part. Donc, il y a ce type d'usage. Et il y a des feux de chasse, évidemment, qui renvoient à une idée de nettoyage. Et là aussi, alors on pourrait dire qu'il y a une dimension morale aussi dans cette façon de concevoir le feu, qui n'est pas la même que celle dont je parlais tout à l'heure. C'est le feu par rapport à des enjeux de propreté ou salissure, par exemple. Donc, il y a aussi ces connotations-là aussi dans les usages du feu. Et puis, évidemment, il y a des aspects très pratiques de facilitation de la circulation, de facilitation de la vision, mais qui renvoient aussi à une chasse qui est devenue très courante et qui n'est pas un privilège kanak, évidemment, qui est très répandu en Nouvelle-Calédonie, mais qui est une chasse des espèces invasives introduites par la colonisation. Et ce feu, ça renvoie aussi, c'est aussi une façon de dire que ça renvoie à des pratiques et des savoirs, ça renvoie aussi à une organisation de l'espace. On n'a pas le même feu dans l'espace domestique, l'espace agricole intermédiaire ou des espaces plus éloignés. Donc bon là, je suis vraiment plus dans le monde kanak, mais ça renvoie à une structuration de l'espace. Les feux ne sont pas les mêmes aux différents endroits. Ils n'arrivent pas au hasard, en quelque sorte. C'est des pratiques ciblées, gérées. Une fois de plus, ciblées, gérées, ça ne veut pas dire que tout est parfait, que les gens ne font pas de conneries. Mais ça s'inscrit dans ce registre-là. C'est des pratiques sociales, c'est des pratiques culturelles. Et ça aboutit à une construction de l'espace, une construction des paysages avec des usages du feu qui peuvent être différenciés selon qu'on est dans l'espace domestique, l'espace agricole intermédiaire ou les espaces forestiers plus lointains. Alors c'est très schématique, là on pourrait rentrer plus dans le détail, des travaux en particulier menés par des archéologues comme Émilie Dodd qui a bien montré que finalement dans le monde précolonial kanak, les espaces agricoles, les espaces forestiers étaient bien plus imbriqués que ce qu'on peut imaginer. Il y avait une culture de la forêt qui était très importante, des usages. Donc l'imbrication entre espace agricole et espace forestier était probablement différente de ce qu'on imaginait jusqu'à récemment. Mais bref, je ne rentre pas dans ce détail-là, mais il y a encore des travaux. C'est une façon de dire aussi, il y a aussi des travaux à faire pour approfondir et stabiliser la connaissance. Voilà, et ces espaces, évidemment, ils sont nommés. Comme je l'ai dit, ils renvoient à des pratiques du feu spécifiques ou à des non-pratiques du feu dans des espaces qui sont préservés aussi pour différentes raisons, qui peuvent être des espaces tabous, par exemple. Donc voilà, le feu, ça s'inscrit là-dedans, dans cet espace structuré, organisé culturellement, socialement, qui renvoie aussi à des hiérarchies politiques, etc. Donc, en résumé, ce que l'anthropologie peut dire aux politiques publiques, là en l'occurrence l'anthropologue Marie Toussaint, puisque c'est elle qui a fait le boulot, une fois de plus, je ne suis qu'un modeste porte-parole, c'est qu'il y a un premier élément, c'est qu'il y a cette longue durée coloniale qui a entraîné une intériorisation extrêmement forte de l'interdit, et ce qui joue en particulier sur la capacité à faire des enquêtes sur le sujet. C'est-à-dire que les gens, ils n'en parlent pas facilement parce que c'est interdit depuis tellement longtemps sur plusieurs générations que c'est très compliqué de faire parler les gens en quelque sorte sur le sujet. Alors après, il y a différentes techniques d'enquête qui permettent de voir les choses en situation, etc. Mais en tout cas, c'est une vraie difficulté. C'est une pratique donc qui est devenue transgressive, qui est sanctionnée par les codes de l'environnement, qui est très méconnue, voire méprisée, ou en tout cas qui est considérée comme moralement négative, qui est dissimulé par ses propres auteurs, pour les raisons que je disais plus haut, qui pourtant apparaît quand même nécessaire ou qui a son utilité, mais qui serait encore à creuser en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce que montre Marie Toussaint dans sa thèse, c'est que les effets agronomiques, au sens vraiment de purement agronomique, des feux sur l'agriculture et à quel point il y a une utilité ou il y a des effets négatifs à certains moments, il n'y a pas suffisamment d'études sur le sujet, d'études vraiment purement agronomiques. Donc il y a un déficit aussi de connaissances, pas simplement en anthropologie, mais aussi dans d'autres disciplines connexes, en agronomie, en sciences du sol, etc. Et pourtant, il y a cette utilité des feux, une fois de plus à évaluer de façon précise, mais pour l'agriculture, pour l'entretien des espaces. Donc ça aboutit à une série de recommandations, on y reviendra en conclusion, mais il y a un besoin de reconnaissance des savoirs et des usages du feu. Ce n'est pas en les négligeant, en les ignorant ou en les méprisant qu'on va avancer. Quel est leur intérêt pour une meilleure gestion de la brousse, des feux, etc. C'est une question à poser de façon forte. Donc il y a une idée de revalorisation des savoirs locaux, pas simplement sur les feux, mais sur l'environnement plus généralement, parce qu'une fois de plus, le feu, ça s'insère dans un contexte plus large. Et il y a aussi, c'est une invitation, cette thèse, à une meilleure compréhension des autres usages du feu. C'est vrai qu'il y a les feux qui ont été réprimés pendant l'indigénat, donc le feu kanak, et puis des feux qui ont été autorisés, mais sans qu'on sache très bien comment ça fonctionne, et en particulier les feux pastoraux, qui sont éradiqués des mémoires aussi de façon assez intéressante. Et il y a aussi certainement des choses à mieux comprendre. C'est-à-dire la question des savoirs locaux, ça ne veut pas dire savoir kanak.
c'est des savoirs locaux, localisés, des savoirs liés à la pratique et qui concernent autant les Caldoches que les Kanaks. Donc il y a aussi un travail à faire de ce côté-là. Voilà, donc j'ai déjà certainement largement dépassé le temps qui m'était alloué, donc je vais passer la parole à Fabien. Désolé. Merci Pierre-Yves. Donc bonsoir à tous. Bon, tu dis que tu es un modeste porte-parole. Moi je trouve que c'était quand même extrêmement bien formulé et bravo à toi. Donc moi je travaille pour l'Observatoire de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. Mon propos va porter plutôt sur les aspects environnementaux et avec une vision forcément plus simpliste. En fait là on a une approche plus globale en fait proposée par Pierre-Yves. Donc on m'a demandé en fait de partager finalement quels étaient les outils déployés par l'œil pour suivre cette pression sur les incendies et donc juste pourquoi on l'a fait quoi. Au démarrage, on l'a fait parce qu'on disposait de très peu de données en fait fiables pour caractériser ce phénomène. Malgré l'existence et la connaissance en fait de dégradation importante de l'environnement, finalement, on était incapable de pouvoir quantifier ce phénomène avec des bilans qui pouvaient varier du simple, enfin d'un facteur 10 en fonction de certains acteurs, qu'on prenne des associations de défense de l'environnement ou qu'on prenne des opérationnels de la lutte. Et donc voilà, déjà un besoin de quantifier ce phénomène. Et quand on n'avait pas les données disponibles pour quantifier ne serait-ce que les surfaces brûlées, ne serait-ce que localiser ces incendies, ça paraît trivial, mais on en était à ce stade, et ben c'est encore plus difficile d'évaluer les impacts environnementaux. Donc voilà, premier constat, c'est pas de données fiables. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est aussi un manque de partage de cette information entre les acteurs. Les communes ne communiquaient pas forcément à un échelon supra, qui pouvait être l'État à l'époque, parce qu'il avait la compétence. Maintenant, c'est la Calédonie qui a récupéré cette compétence. Il n'y avait pas de transmission de ces informations aux gestionnaires de l'environnement non plus. Donc, quelqu'un qui gérait des espaces protégés dans les provinces n'était pas forcément au courant des incendies en cours sur certains secteurs. Donc voilà, un manque de partage de cette information, et puis encore plus pour des associations de défense de l'environnement ou des associations qui font du reboisement, etc., et encore plus pour le citoyen. Donc nous, on est intervenu dans ce cadre-là, en commençant à essayer de proposer en fait des améliorations à ce dispositif. Voilà pour l'origine. Alors, ce dispositif incendie part déjà de la production, et ça c'est vraiment la base, la production de données de référence sur les incendies, que ce soit en créant de la donnée ou en compilant de l'information qui est produite par d'autres structures. Et c'est bien ça qu'on constitue et qui est le socle en fait de notre dispositif. Une fois que ces données sont acquises, on va pouvoir les croiser avec tous les périmètres administratifs ou les périmètres de gestion qui existent sur les territoires, et puis surtout toutes les couches d'informations relatives aux enjeux environnementaux par des croisements avec des outils de type géomatique. Une fois que ces croisements sont effectués, finalement, on va venir alimenter des outils de consultation et de valorisation de ces données à travers des outils numériques que vous trouverez sur notre site internet. Et puis, on a aussi un rapportage à la fois technique et grand public qui vient alimenter, on l'espère, en fait, la réflexion sur la gestion de cette pression. Donc, les sources de données sur les incendies, en Calédonie, en fait, on ne dispose pas de moyens de collecte sur le terrain. On ne dispose pas d'un réseau d'acteurs, de casernes sur toutes les communes équipés pour faire remonter de l'information à un organisme qui centralise, etc. Ça n'existe pas en Calédonie. Donc, on s'est appuyé en fait sur le seul moyen d'avoir de la connaissance, sont les données satellites. Et donc, le premier satellite, la première famille de satellites qu'on exploite s'appelle MODIS. Donc, on a 2 satellites, MODIS Aqua et MODIS Terra, avec finalement une information qui a débuté en termes d'acquisition en 2001. Donc, on a plus de 20 ans de données avec ces satellites. Vous voyez que la résolution spatiale, ça correspond à la taille du pixel, donc d'acquisition de l'information sur le terrain, elle est d'1 kilomètre. Donc ça peut paraître très grossier, ça l'est effectivement avec MODIS. Vous verrez que sur les autres capteurs, on est sur des résolutions spatiales meilleures.
Après 1 km, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va détecter que les feux supérieurs à 1 km de côté. Si vous avez un feu très intense, en fait, le satellite est capable de le détecter. Pour preuve, on est obligé de nettoyer en fait de détections inopportunes, par exemple, les détections qui sont liées au scorie chaude de KNS dans le nord. Pareil, le site de Donyambo remonte des détections de chaleur que l'on ne considère pas dans notre système. Donc voilà, ce satellite MODIS Aqua et Terra, il est très intéressant pour sa chronique de données, plus de 20 ans. Donc du coup, pour faire des analyses macro, c'est assez intéressant. Par contre, il a une utilisation limitée pour notre système d'alerte, puisque sa sensibilité avec ce pixel grossier ne permet pas de remonter beaucoup d'incendies. Et il n'est pas adapté pour caractériser donc, les surfaces brûlées et les impacts associés. La deuxième famille de satellites qu'on exploite, ce sont les satellites qui embarquent un capteur qui s'appelle VIRS, et les satellites s'appellent NOAA 20 et Suomi. Donc là, la chronique, il y a un problème sur le PowerPoint, mais voilà, le début de la chronique est daté de 2012, donc on a plus de 10 ans de données avec ces satellites. Vous voyez que la résolution spatiale est nettement améliorée. Donc ce satellite, ces capteurs ont la possibilité de détection multipliée par 7 par rapport aux satellites précédents. Donc là, en fait, avec une fréquence d'acquisition de l'information toutes les 12 heures sur la Calédonie, ce qui était le cas aussi de MODIS. Donc de la même manière que les satellites précédents, on est obligé de nettoyer la donnée des détections inopportunes. Ça permet de faire une aide à la caractérisation de la pression environnementale. Là, on commence à avoir une sensibilité qui nous permet d'avoir une bonne représentativité finalement du phénomène sur le territoire. Et ça suffit pour une première approche des impacts, en première approche. Troisième famille de satellites sont les satellites de la constellation Sentinel-2. En fait, Sentinel-2 est issu d'un programme européen de l'Agence spatiale européenne. Et ces dates d'acquisition, de premières acquisitions datent depuis 2017 en Calédonie. Vous voyez que la résolution spatiale est nettement améliorée puisqu'on passe à une dizaine de mètres en fonction des bandes spectrales qu'on va utiliser. Et par contre, la fréquence d'acquisition de passage en fait, du satellite est tous les 5 jours à peu près, quoi. Donc, à la différence des autres satellites, on a un processus de production de la donnée qui est beaucoup plus lourd. On est obligé de faire passer des algorithmes pour reconnaître sur chaque image les surfaces brûlées. Je vous le montrerai par la suite. Et donc, comme on a une fréquence d'acquisition de données tous les 5 à 6 jours, il n'alimente pas le système d'alerte. Par contre, il permet de faire des analyses très fines des impacts a posteriori. Donc, il existe aussi beaucoup d'autres satellites qu'on a testés, etc. Mais ce sont des familles de satellites. Celles que je vous ai présentées sont les plus robustes et celles sur lesquelles on a le plus de recul aujourd'hui. Donc là, on a une représentation, une image satellite donc, de novembre 2019 sur l'île Pam, au nord de la Calédonie. Donc, la végétation apparaît en rouge sur l'image. Et après un passage de feu, vous voyez que cette île a malheureusement vu sa végétation quasiment complètement brûlée en 2019. Donc voilà un peu ce qu'on voit sur ces images. Et là, on est sur la Tontouta. Vous voyez le tarmac de la Tontouta. C'est un feu de 2017, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a parcouru la plaine et puis qui est monté après sur les versants. Et vous voyez en pointillé vert, là, je ne sais pas si vous le distinguez bien, voilà, on a notre algorithme de détection qui va aller récupérer cette forme et pour pouvoir l'exploiter par la suite et alimenter nos bases de données. Bien sûr, ces données sur les incendies, en fait, elles n'ont d'intérêt que si on arrive à les croiser avec des données des périmètres de gestion et aussi d'enjeux environnementaux. Et donc, on a tous ces contributeurs-là qui viennent alimenter notre système et qui le rendent plus informatif, plus puissant finalement, quoi. Donc, il ne faut pas oublier qu'on s'appuie sur des données de partenaires. Le premier outil en fait, pour valoriser ces données, c'est l'outil qui s'appelle Alerte Incendie, qui est donc disponible sur notre site internet de manière complètement gratuite. En fait, l'idée de cet outil, c'est d'informer au plus tôt sur les incendies en cours détectés par les satellites et d'alerter aussi sur les conséquences environnementales. C'est-à-dire que quand un incendie est détecté, on fait un traitement géographique pour aller voir si cet incendie est à proximité de bâtiments, mais aussi de périmètres de captage des eaux, mais aussi d'air protégé, etc., etc.
et on envoie automatiquement cette information aux personnes qui sont abonnées au service et on le fait par mail. Donc on s'appuie sur les données des satellites que je vous ai décrits précédemment. Donc on n'est pas sur une substitution du circuit d'alerte officiel de la DSCGR, par contre, ou des communes. Par contre, leur système veille notre système d'alerte pour déclencher des opérations. En 2019, là, qui était une année très intense sur le front des incendies, notre système a contribué à 14% des premières détections de la DSCGR, la Direction de la Sécurité Civile, pardon. Donc, comment s'abonner? Vous allez sur notre site internet, on le voit bien apparaître au centre de l'écran. Vous avez une possibilité de personnaliser vos alertes, c'est-à-dire que vous allez définir à quelle fréquence vous voulez avoir une alerte. Est-ce que c'est une fréquence dès qu'il y a un incendie qui est déclenché, ou une fois par jour, une fois par semaine, etc. Vous pouvez avoir des usages différents. Vous allez sélectionner votre territoire d'intérêt, ça peut être l'ensemble de la Calédonie, mais ça peut être une commune particulière, ça peut être une aire protégée particulière. Et puis, vous allez sélectionner une thématique qui vous intéresse. Par exemple, moi, je suis habitant de Koné. Je vais m'intéresser donc aux incendies sur Koné, mais qui intéressent la forêt sèche, par exemple. Et là, je n'aurai d'alerte que sur ces périmètres-là. Donc, vous avez vraiment une capacité à gérer vos alertes de manière à ne pas être submergé de mails. Voilà, ça, c'était le premier outil. La forme que ça prend, donc, c'est un mail qui arrive dans votre boîte. Et vous avez donc la liste des périmètres touchés correspondant à votre requête. Et puis, vous avez des liens vers des interfaces cartographiques pour localiser. Vous avez une petite carte intégrée dans le mail, etc. Donc voilà, ça, c'est le premier outil qu'on a mis en place en 2017. Vous avez une deuxième famille d'outils qui est l'outil Vulcain, qui est ce qu'on appelle un tableau de bord numérique. Donc, il porte uniquement sur les incendies de l'année en cours. Donc, vous avez une interface très simple. Il s'adresse en fait à des gens qui ne connaissent pas les logiciels de cartographie ou qui n'ont pas de recherche à faire de manière particulière. Là, toute l'information est posée devant votre vision et vous avez une carte en position centrale qui vous montre tous les incendies en cours, tous les incendies de l'année. À chaque nouvel incendie, la carte est incrémentée et vous avez un certain nombre de chiffres clés qui viennent vous informer sur le phénomène. Vous pouvez sélectionner quand même vous avez la possibilité de sélectionner un périmètre administratif, soit une province, soit une commune particulière. Et des thématiques différentes, par exemple, parce que si vous voulez savoir si des feux ont touché les périmètres de captage des eaux ou des espèces rares et menacées, etc., vous pouvez avoir l'information. Donc ça, c'est vraiment une interface très simple. On a son pendant qui s'adresse plutôt à des gestionnaires, plutôt à des gens qui veulent vraiment... Vous pouvez y accéder, hein, tout est disponible. Mais là, vous pouvez vraiment rentrer dans toute la chronique de données qu'on a. On a plus de 20 ans de données sur les incendies, donc vous allez pouvoir faire des analyses pour voir, par exemple, quelle est l'année la plus incendiée en fait, sur la province sud, par exemple. Vous allez pouvoir rechercher les forêts sèches qui ont été touchées par les incendies en 2019, par exemple. Donc voilà, vous avez un outil d'analyse en fait qui, sans être un géomaticien, sans être un informaticien, vous allez pouvoir accéder à cette information. Voilà, donc après on a un rapportage, je vais pas m'étendre dessus, on a un bilan technique qui fait plus de 300 pages, on édite tous les ans à peu près, alors on a des fois un peu de difficulté à sortir ces bilans parce que ça demande beaucoup de boulot, mais en gros on fait un bilan par an et on s'y tient, donc là va sortir le prochain dans les semaines qui viennent, je l'espère. On édite des fiches communales, vous savez que la compétence première en matière de lutte contre les incendies et celle du maire. Donc, on leur adresse des livrables spécifiques. Et puis, bien sûr, on a une brochure grand public de manière à ce que les gens soient informés de cette pression. Donc, quelques caractéristiques sur les incendies. Je vais aller vite. En fait, donc, vous avez bien compris qu'on produit des chiffres clés, des indicateurs, qu'on croise un certain nombre d'informations, etc. Et on pousse certaines analyses dans certains cas. Donc voilà, tout se retrouve finalement dans notre rapportage là, que je vous invite à consulter si vous le souhaitez. Déjà la répartition spatiale en fait des incendies. Vous avez une carte qui vous montre en fait donc c'est une carte un peu, c'est la moyenne des incendies de 2012 à 2018 sur la Calédonie et on voit donc les couleurs bien sûr les plus intenses et les couleurs rouges montrent les secteurs en fait où ça brûle le plus, où on a la densité d'incendie la plus forte. Ce qu'on peut constater en fait tout de suite, c'est qu'on commence à voir les transversales. Vous voyez là c'est la transversale de Thio, on a la Konetiwaka, etc. qui apparaît. On a aussi une concentration
en fait des incendies en province nord. Plus de 80% des incendies se déroulent en province nord. Et puis, on voit aussi des zones blanches, hein, la côte oubliée. On voit aussi des zones où ça brûle très peu, enfin, les loyautés. Donc, probablement que la côte oubliée, c'est lié au fait qu'on a peu de personnes en fait, qui circulent sur place. Et puis, en fait, sur les loyautés et la côte oubliée, on a des massifs, on a des espaces qui sont peu perméables aux incendies, et ce qui explique probablement en fait, le fait qu'on ait peu d'incendies. Donc voilà, on représente spatialement l'information. Voilà, 50 000 hectares, pratiquement en 2019, c'est un carré de plus de 22 km. Je ne sais pas s'il y a des semi-marathoniens ici, mais voilà, vous courez pendant 21 km, vous n'en avez fait que... voilà, vous faites un carré, ça représente la surface en fait, qui a concerné l'année 2019. C'est très conséquent. En métropole, en France métropolitaine, on est plutôt à 10 à 15 000 hectares par an. Vous vous rendez compte ? 70 000 terrains de foot. Hein, ça correspond. Hein. Enfin, les 50 000 hectares, 70 000 terrains de foot. Donc voilà, c'est quand même une pression conséquente et majeure sur l'environnement calédonien. On a fait des statistiques aussi sur les tailles des incendies et on s'aperçoit que finalement, il suffit de quelques incendies. Quelques incendies expliquent pratiquement, donc 16 incendies vont expliquer 38% de la surface totale. Donc, si on agit là sur ces incendies de grande taille, en fait, on peut quand même réduire considérablement le nombre de surfaces brûlées. Ce sont probablement quand même des incendies de savane, on va dire, qui parcourent ces surfaces, et donc il y a peut-être moins d'enjeux environnementaux quand même. Après, on étudie la proximité aux infrastructures humaines. Plus de 87% des incendies sont à moins de 500 mètres d'une route ou d'un bâti. Voilà. On a poussé aussi les analyses pour se dire, tiens, est-ce qu'il y a des feux liés à la foudre en Calédonie ? Il y a peut-être des feux, voilà, un point de foudre qui part, mais après, il y a probablement, il n'y a pas d'extension, si vous voulez. On n'en a pas constaté dans les données à disposition, en tout cas. Donc, clairement, le lien à l'homme est net, voilà. Si on parle de la répartition temporelle sur l'année, bon, là, je ne vous apprends rien. Voilà, on est sur les mois les plus secs, hein, en fin d'année, les plus ventés. On a cette distribution là en fait avec un pic de distribution sur les mois de septembre à novembre. On peut avoir des décalages en fonction des années. La répartition interannuelle, par contre, est intéressante. Donc, vous avez en abscisse les années de 2001 jusqu'à 2020. Et là, on le voit donc avec le capteur MODIS, là, qui détectait peu d'incendies. On voit déjà une certaine variabilité. Et c'est le cas aussi avec le VIRS, là, en fait, qui monte, par exemple, en 2019, énormément d'incendies. Et en 2020, beaucoup moins. Donc voilà, on a une grande variabilité interannuelle des incendies qui est bien sûr liée aux conditions météorologiques de l'année, et notamment à des phases de Niña, Niño, etc. Sur 100 hectares de végétation brûlée, on a 42 hectares en fait, qui vont concerner de la végétation plutôt herbacée, 51 hectares plutôt de la végétation arbustive et 7 hectares de la végétation arborée. C'est pas neutre, 7 hectares de végétation arborée en fait, sur 100 hectares brûlés. On a des pertes forestières en fait, sur la période 2010 à 2020, là, d'après les données de Tropical Moss Forest. On est à plus de 3100 hectares par an de pertes forestières en Calédonie. Tout n'est pas lié aux incendies, mais enfin, voilà, on est quand même sur un phénomène de régression, de contraction. On a des forêts en Calédonie qui sont très fragmentées. Les forêts de basse altitude, là, les patchs forestiers de basse altitude représentent à 95% des surfaces inférieures à 1 hectare. Donc voilà, pour vous dire le morcellement en fait, qu'on observe de ces espaces forestiers. J'ai bientôt fini. Une information aussi importante en fait, à vous donner, c'est quand même la contribution des incendies aux gaz à effet de serre. Donc on l'a estimé, on est capable de l'estimer à l'échelle de la Calédonie ou sur des communes, des zones particulières. Donc là, ça correspondait en 2019 à près de 10% des émissions de gaz à effet de serre. Ça correspond, je crois, à 116 000 allers-retours Paris-Nouméa pour une personne. Voilà, c'est extrêmement conséquent. Voilà, il y a quand même une prudence à avoir sur ces chiffres parce que c'est des estimations liées à des données qui peuvent être lacunaires, etc. Mais
c'est quand même voilà, une contribution importante qu'il faut noter. Et puis, je termine mon diaporama là-dessus. L'impact sur la ressource en eau, puisque ça va faire le lien avec les présentations qui vont être par la suite. Donc, on a eu 78 périmètres touchés en 2019. Rien que sur une année, 78 périmètres, c'est 14% des périmètres de captage qui ont été touchés. 7000 hectares à peu près, donc voilà, ce sont des surfaces conséquentes en fait de périmètres de captage sur l'eau qui ont été touchés par les incendies. Et on va en voir les conséquences par la suite. Merci à vous. Bien, bonsoir. Alors, ça c'est le pointeur, ça fonctionne. Ah oui. Ok, il en manquait une. Je suis désolé, je la passe. Bien, alors je prends la suite pour effectivement vous présenter la deuxième partie finalement de cette présentation qui va concerner plus les impacts en fait des feux sur la ressource en eau. Alors en fait, je commence par ce transparent pour illustrer finalement le fait que ces impacts sur la ressource en eau sont assez divers et variés. L'impact qui est le plus connu du feu, c'est finalement un effet sur la végétation. On supprime le couvert végétal et donc on augmente l'érosion. Et donc on augmente beaucoup les matières en suspension dans l'eau. Donc on produit des eaux rouges par exemple, etc. Ah pardon. Donc on produit des eaux rouges. Donc ça c'est un impact qui est connu, qui a été beaucoup étudié à travers le monde. Et puis ensuite, il y a d'autres impacts qui sont un peu moins étudiés, et c'est ceux dont on va parler Gaël et moi-même. Ce sont les impacts sur la qualité chimique de l'eau, en dehors des aspects de turbidité, donc des aspects plutôt de pollution, avec notamment des pollutions liées, j'ai fait une bêtise, des pollutions liées à des polluants type organiques, comme des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou des polluants métalliques. Et avec Gaël, nous allons vous parler plutôt de pollution liée aux métaux. Alors, cette problématique des impacts des feux sur la qualité de l'eau a été prise en considération il y a quelques années, notamment par le CNRT, qui a proposé de financer une étude qui s'intéressait notamment à la question de la dynamique du chrome et du nickel depuis les sols vers la ressource en eau. Donc c'est un projet que j'ai coordonné et qui faisait appel à des collègues de métropole et puis de différents organismes de recherche du territoire. Alors ce projet a été mis en place par le CNRT puisqu'il y avait eu, comme l'a rappelé Fabien, dans les années 2018-2019, beaucoup d'incendies en Nouvelle-Calédonie. Et donc se posait la question des impacts potentiels de ces incendies sur la qualité de l'eau. Alors dans le cadre de ce projet, nous avons abordé différents forçages qui pouvaient jouer un rôle sur la mobilisation du nickel et du chrome depuis les sols vers la ressource en eau. On a notamment regardé l'influence du couvert végétal, on a regardé l'influence de certaines pratiques agricoles, et on s'est également intéressé à la problématique des impacts du feu. Et c'est ce dont je vais vous parler plus particulièrement ce soir. Alors cette question des impacts ou de l'influence du feu sur la qualité de l'eau, on l'a abordé dans le cadre de ce projet sous deux volets. Un premier volet qui s'intéressait finalement à des expériences réalisées en laboratoire sur des sols, donc des expériences dans le cadre desquelles on a chauffé des sols à différentes températures et on a regardé comment le chauffage du sol, qui pouvait finalement être ce qui se passe dans la nature lorsqu'un feu passe sur une végétation, comment ce chauffage du sol pouvait transformer finalement les propriétés du sol et impacter la stabilité des métaux qui sont contenus dans ces sols. Donc ça, c'est ce dont je vais vous parler moi-même. Et ensuite, il y avait un deuxième volet dans le cadre de ce projet. C'était une étude sur un site en particulier qui était à l'île des Pins. Et ça, c'est un volet qui a fait l'objet plus spécifiquement de la thèse de Gaël. Et donc, c'est Gaël qui vous présentera les résultats très succinctement. Alors, les expériences réalisées dans le cadre du premier volet, expérience de chauffage de sol, en fait, pour cette première partie, nous avions échantillonné un certain nombre de sols à travers la Grande Terre et puis les îles Loyauté, en faisant en sorte d'essayer d'avoir un échantillon représentatif de la diversité des sols qu'on trouve en Nouvelle-Calédonie. Alors en fait, cette diversité, on l'a regroupée sous un vocable un petit peu particulier qui concernait en fait la nature du sous-sol, en fait, en distinguant trois catégories. Une catégorie qu'on appelle ultra basique, qui sera notée UB, une deuxième catégorie qu'on appelle volcano-sédimentaire et une troisième catégorie qu'on appelle calcaire. Donc ce sont des catégories qui font appel à la géologie.
Et en fait, sur cette géologie se développent des sols qui ont des propriétés spécifiques qui sont généralement associées à la géologie. Alors, les sols ont été échantillonnés un petit peu partout sur la Grande Terre, plutôt en province nord, et puis à Lifou, essentiellement. Et donc, ensuite, ces sols ont été soumis en laboratoire à différentes températures, donc 200 degrés, 400 et 600 degrés, chauffage pendant 2 heures. Et ensuite, on a réalisé des expériences pour essayer de quantifier finalement l'extractabilité des métaux depuis le sol vers l'eau. Alors, je vais vous présenter les résultats obtenus en focalisant essentiellement sur le chrome, en sachant qu'on a regardé également le nickel, le cobalt, le manganèse, le fer, tout un tas d'éléments. Donc, on a beaucoup de résultats, mais je n'avais pas le temps de tout vous présenter ce soir. Alors, la manière dont je vous présenterai les premiers résultats, alors, la manière dont il faut lire ce type de diagramme. Donc, en abscisse, vous avez les températures de chauffage. Donc, 25 degrés, c'est le sol non chauffé. 200 sol chauffé à 200 degrés, 400 degrés et 600 degrés. Et en fait, vous avez 3 boîtes qui représentent en fait les types de sols. Donc les sols volcano-sédimentaires, les sols calcaires et les sols ultrabasiques. Et vous avez des codes couleurs qui vous présentent en fait l'évolution de la concentration en chrome ou de la mobilité du chrome. Donc c'est la quantité de chrome qui passe du sol vers l'eau lorsqu'on fait une expérience d'agitation dans un bécher après avoir chauffé le sol 2 heures à une certaine température. Alors la manière dont il faut lire ces résultats, c'est que lorsqu'on regarde les sols non chauffés, à chaque fois, on a une mobilité du chrome qui est relativement faible. Et puis systématiquement, dès qu'on commence à chauffer le sol, la mobilité augmente. Alors pour les sols volcano-sédimentaires et calcaires, l'augmentation à 200 degrés n'est pas très très forte. Pour les sols ultra-basiques, on voit que déjà, on a une différence très significative dès 200 degrés. Et ensuite, là où les effets sont les plus marqués, c'est lorsqu'on chauffe les sols à partir de 400 degrés et jusqu'à 600 degrés, on voit des effets très très marqués. Si on compare les valeurs ici, c'est de l'ordre de 10 par rapport à une valeur ici qui est de l'ordre de inférieure à 0,1. Pardon. Et pour les sols ultra-basiques, on est à des valeurs qui sont beaucoup plus élevées. Ici, on a une échelle qui est une échelle dite logarithmique, c'est-à-dire que l'augmentation n'est pas linéaire, elle s'emballe en quelque sorte. Donc en fait, la manière dont il faut comprendre ces résultats, c'est que le chauffage du sol augmente significativement la mobilité du chrome, ceci à partir de 400 degrés dans les 3 types de sols étudiés, et l'effet est particulièrement fort sur les sols qui sont développés sur les substrats ultra-basiques. En fait, ce sont les sols rouges, les sols miniers, essentiellement. Un autre résultat qui est intéressant et important, c'est qu'on peut représenter... Alors le chrome, on peut représenter le chrome mobile en fonction... le chrome mobile, pardon, qui est ici, en fonction d'une certaine forme du chrome, qui est la forme la plus toxique qu'on appelle le chrome 6. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce fameux chrome 6 quand on parle de problématiques de pollution des eaux. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que quand on compare la concentration en chrome 6 mobile avec la concentration en chrome total mobile, on a une très bonne linéarité, ce qui veut dire qu'en fait, tout le chrome qui est libéré lorsqu'on chauffe le sol, en fait, c'est du chrome 6. Donc ça, c'est le deuxième résultat qui est important, et c'est un facteur qu'on considère comme étant aggravant. C'est non seulement le chauffage du sol libère du chrome depuis le sol vers l'eau, mais en plus, le chrome qui est libéré est un chrome qui est sous une forme relativement toxique, à savoir la forme hexavalente, la forme de chrome 6. Alors, comment on explique ces réactions du sol chauffé ? En fait, le chrome est présent dans les sols en incrustation dans des minéraux, qui sont les oxydes de fer, que ce soit des sols rouges ou des sols non rouges, d'ailleurs. Et la particularité de ces minéraux qui contiennent du chrome, c'est qu'ils ne sont pas stables thermiquement, et quand on chauffe le sol, quand on les chauffe, ils se transforment. Donc là, vous avez une figure qui est extraite d'une publication, où on voit en fonction de la température des réactions de transformation des minéraux. Par exemple, ce minéral, là, qui s'appelle goethite, peu importe le nom, on voit que quand on arrive à chauffer cet échantillon à partir de 300-400 degrés, ce minéral se transforme en un autre minéral. Et si on ajoute de la matière organique, ce qui est le cas souvent quand on a un sol, le minéral est mélangé à de la matière organique dans le sol, on peut transformer en un autre minéral. Et en fait, ce sont ces transformations minérales, lorsqu'on va chauffer le sol, qui vont favoriser la libération du chrome qui était contenu dans la structure du minéral. Le deuxième point important, c'est des études qui ont été réalisées par des collègues australiens
au moment où on démarrait notre projet, en fait, et qui montre que en laboratoire, si on prend ce minéral, encore une fois, et qu'on le chauffe à différentes températures, on observe une formation de chrome 6. Au départ, le chrome qui est dans le minéral, c'est un chrome qu'on appelle chrome 3, qui est moins toxique et moins mobile. Et en fait, le fait de chauffer cet échantillon qui contient du chrome 3 va permettre de transformer le chrome 3 en chrome 6. Et en fait, on suit cette transformation progressivement avec la température de chauffage. Alors, on a deux courbes ici. En rouge, c'est la courbe de chrome 6 total. Et en gris, c'est la courbe de chrome échangeable. Donc, en fait, ces collègues australiens avaient fait exactement les mêmes expériences que celles que je vous ai montrées juste avant. Ils ont agité les échantillons après les avoir chauffés dans un bécher avec de l'eau et ils ont regardé la quantité de chrome qui partait dans l'eau. Et en fait, on constate que plus on transforme le chrome 3 en chrome 6, plus ce chrome 6 est mobile. Donc, en fait, ces deux réactions en laboratoire expliquent les résultats qu'on a observés en chauffant les sols. Alors, là où l'impact sur la qualité de l'eau peut se ressentir, c'est que, comme je le disais en introduction, lorsque le feu détruit la végétation, l'érosion est favorisée. Et l'érosion, en fait, c'est un phénomène qui consiste à arracher des particules de sol et à les transporter dans les rivières. Donc, on va générer de la turbidité. Donc, c'est ce qu'on voit ici, de la turbidité. En Calédonie, souvent, ce sont les eaux rouges ou oranges. Et en fait, cette turbidité, ça correspond en fait à des particules de différentes tailles qui sont en suspension dans l'eau. Et lorsque ces particules de sol sont en suspension dans l'eau, elles échangent en permanence avec la solution. Elles échangent une partie des métaux qu'elles contiennent. Alors, lorsque ces particules n'ont pas été chauffées, on l'a vu dans le cadre des expériences en laboratoire, le chrome est très peu libéré par ces particules. Donc, les échanges avec la solution vont être très limités. En revanche, si les particules de sol qui constituent la turbidité sont issues de sols qui ont été chauffés à 200 ou à 400 degrés, ou à 600 degrés, l'échange avec la solution va être beaucoup plus important. Et donc, on risque d'avoir des concentrations en chrome beaucoup plus importantes dans l'eau. Alors, ces échanges entre les particules en suspension et l'eau, nous les avons modélisés avec des réactions relativement simples, et les résultats se présentent sous cette forme. Donc, en abscisse, vous avez la concentration de particules dans la solution. Donc, MES, c'est matière en suspension. Donc, c'est une concentration exprimée en milligrammes par litre. Et en ordonnée, vous avez la concentration en chrome qu'on va retrouver dans la solution. Donc, en fait, plus on met de particules dans la solution, plus il y a d'échanges avec la solution et plus on va avoir des concentrations en chrome qui augmentent. Vous avez les résultats des modélisations pour les sols volcano-sédimentaires, les sols calcaires et les sols ultrabasiques, avec à chaque fois toujours le même code couleur. En jaune, ce sont les sols qui n'ont pas été chauffés. En orange, ce sont les sols chauffés à 200 degrés. Et en orange foncé et rouge, ce sont les sols chauffés à 400 et à 600 degrés. Alors, comment faut-il lire ces courbes? En fait, ce qu'on constate, c'est que pour cette catégorie de sols, les sols non chauffés à 25 degrés, on observe une augmentation. Et en fait, la valeur maximale, lorsqu'on arrive à 1000 mg par litre de matière en suspension, correspond à une concentration en chrome qui est relativement faible. Si on chauffe le sol à 200 degrés, ça augmente légèrement, mais on reste relativement faible. Lorsqu'on chauffe ces sols à 400 ou 600 degrés, on va finir par atteindre une valeur qui est représentée ici par cette droite noire, horizontale, qui est en fait le seuil de potabilité de l'eau vis-à-vis de la concentration en chrome et qui est fixée par l'OMS ou par l'Union européenne à 50 microgrammes par litre. Donc en fait, cette figure nous indique que dans le cas des sols volcano-sédimentaires, le chauffage jusqu'à 600 degrés n'est pas susceptible de générer de dégradation finalement de la qualité de l'eau. On n'a pas de perte de potabilité de l'eau. Là où les choses se corsent un peu, c'est lorsqu'on passe sur les sols calcaires, puisqu'on se constate que lorsqu'on chauffe à 400 ou 600 degrés, il y a une certaine concentration de matière en suspension à partir de laquelle on va dépasser finalement cette droite horizontale. Ce qui veut dire qu'à partir de cette valeur, la concentration en chrome dans la solution devient supérieure au seuil de potabilité. Donc l'eau n'est plus potable. Cette valeur, pour les sols chauffés à 400 degrés et 600 degrés pour les sols calcaires, elle est de l'ordre de 650 mg par litre. Lorsqu'on regarde la catégorie des sols ultrabasiques, on a de nouveau cette valeur de potabilité qui est dépassée, mais pour des concentrations en matière en suspension beaucoup plus basses.
Ça signifie qu'en fait, il suffit de mettre très peu de particules de sol dans l'eau pour dépasser le seuil de potabilité. Et la valeur est atteinte pour 80 mg par litre de matière en suspension. Alors, la dernière question est de savoir, est-ce que ces valeurs sont représentatives de ce qu'on trouve dans le milieu naturel? Alors, pour répondre à cette question, nous avons utilisé les chroniques de suivi de qualité de l'eau qui avaient été réalisées par la société KNS dans le cadre de la mise en activité du chantier minier sur le massif du Cognambo. Et en fait, vous avez ici des courbes, deux courbes, une courbe bleue et en haut une courbe noire. Alors la courbe en bleu vous présente en fait, en fonction, sur une année à peu près de suivi, les débits dans une rivière en sortie d'un bassin versant en fait qui draine le massif du Cognambo. Donc le point de prélèvement, le point de mesure est ici. Et en fait, on voit des pics qui correspondent finalement au moment où il pleut. On a une augmentation du débit. On parle de crue. Et en haut, là, la courbe noire, ce sont les mesures de turbidité qui sont réalisées en continu. Vous avez une droite horizontale qui vous présente cette valeur seuil de 80 mg par litre, qui est la valeur pour laquelle, dans le cas des sols rouges chauffés à 400 et 600 degrés, on dépasse le seuil de potabilité vis-à-vis de la concentration en chrome. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que cette valeur seuil est très fréquemment dépassée. Donc ça signifie qu'un feu qui passe sur un bassin versant minier ou des sols rouges va déstabiliser le sol. Les particules de sol qui vont être érodées et transportées dans les rivières, si les concentrations de matière en suspension dépassent une valeur de l'ordre de 80 ou 100 mg par litre, l'eau risque de ne plus être potable. Et cette valeur de 80 ou 100 mg par litre est fréquemment dépassée lorsqu'il y a des épisodes pluvieux. Donc il y a manifestement un risque fort de dégradation de la qualité d'eau et de perte de potabilité de l'eau lorsque le feu passe sur des sols rouges en Nouvelle-Calédonie. Alors là où les choses se corsent davantage, c'est que jusqu'à présent, j'ai parlé de concentration en chrome totale. Or, je vous ai montré tout à l'heure avec une droite que le chrome qui était libéré dans nos expériences surface de sol, c'était du chrome 6, en fait, cette fameuse forme très toxique du chrome. Si maintenant je me réfère au seuil de potabilité, on parlait de 50 microgrammes par litre pour le chrome tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, depuis janvier 2003, il y a également un seuil de potabilité qui est fixé par rapport à la concentration en chrome 6. Et ce seuil de potabilité est beaucoup plus faible puisqu'il est de 6 microgrammes par litre. On n'est plus à 50 microgrammes par litre, mais on est à 6. Et donc, si on reprend les mêmes courbes que celles présentées précédemment, et que cette fois-ci, on se réfère à ce nouveau seuil de potabilité pour le chrome 6, on voit que cette fois-ci, la droite horizontale est dépassée dans tous les cas de figure pour des valeurs qui sont extrêmement basses. Donc non seulement on a un risque de dégradation de la qualité de l'eau vis-à-vis du chrome total lorsque le feu passe sur des sols rouges, mais si on considère le chrome 6, la situation est encore pire. Donc si on recoupe ces informations avec ce que nous a dit Fabien pour clôturer sa présentation, à savoir qu'il y avait 17 ou 15%, 14% des feux qui a été recensés en 2019 qui étaient dans des zones de captage. Alors ces feux n'étaient peut-être pas tous dans des zones de captage associées à des sols rouges, mais on peut légitimement se questionner sur le risque que font courir les feux sur la qualité de l'eau qui est ensuite distribuée aux habitants. Alors, justement, nous, on aimerait avoir la possibilité d'évaluer ce risque. Et donc, pour évaluer ce risque, on aimerait pouvoir, en fait, instrumenter un ou des bassins versants pour essayer de faire des suivis pérennes. Parce que là, en fait, les résultats dont je vous ai parlé correspondent, en fait, à des résultats d'expériences de chauffage en laboratoire où on essaye de reproduire ce qui est susceptible de se passer dans la nature. Mais la meilleure analyse qu'on puisse faire, en fait, c'est d'aller sur le milieu naturel et d'essayer de suivre un bassin versant, de suivre la qualité de l'eau en continu et de voir si, en lien avec un incendie qui passerait sur ce bassin versant, on observe une dégradation de la qualité de l'eau. Un autre aspect qu'on aimerait bien étudier, c'est de nous intéresser à d'autres polluants. Comme je l'ai dit en introduction, en fait, les problématiques ou la pression qu'exercent les feux sur la qualité de l'eau ne se limitent pas uniquement au chrome. Vous allez voir juste après que Gaël va vous parler d'impact lié au nickel à l'île des Pins. Mais il y a également d'autres polluants comme le cobalt, le manganèse
On peut avoir des hydrocarbures aromatiques polycycliques, etc. Donc il y a tout en fait un cortège d'éléments qui sont susceptibles de se retrouver en concentration surexprimée dans les hydrosystèmes, dans les rivières ou dans les cours d'eau ou dans les criques de Nouvelle-Calédonie, en lien ou en réponse à des feux qui auraient dégradé la capacité qu'auraient les sols à retenir ces éléments de manière naturelle. Voilà, je m'arrête pour la présentation et je passe le micro à Gaël. Merci. Je vais passer comme ça. On va avancer et puis là, c'est pour pointer. Ok. Bon, vous m'entendez bien? C'est bon? Donc bonsoir à tous. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Moi, je vais vous présenter une partie de mes travaux de thèse, qui portaient sur l'influence du feu sur la dynamique du chrome et du nickel à l'échelle des bassins versants ultrabasiques de Nouvelle-Calédonie, qui a été soutenu en septembre dernier. Et je vais vous présenter surtout le cas de l'île des Pins avec l'apparition de nickel au sein de captages d'alimentation en eau potable. Et ça, c'est arrivé après les feux de 2016-2019 et ça a fait le cœur de l'actualité il y a quelques années. Et donc, comme vous le voyez ici, avec l'outil Vulcain qui vous a été présenté juste avant, en fait, vous pouvez voir ici tous les incendies qu'il y a eu lieu à l'île des Pins, entre 2016 et 2019. Donc, ils se concentrent dans cette zone-là, qu'on appelle le plateau. Et en fait, les feux de brousse, eux, ils se propagent principalement dans les forêts de Pinus caribea. Et le Pinus caribea, en fait, c'est une plante qui a été introduite dans les années 70 à l'île des Pins, et en fait c'est une plante invasive. Et justement au niveau de ce plateau, en fait c'est là où on va retrouver un massif de péridotite. Donc qui dit massif de péridotite, c'est là où on va avoir nos sols rouges qui vont avoir des teneurs en nickel naturellement très élevées. Et justement, après ces feux, il y a eu l'apparition de concentrations très élevées en nickel au sein de 3 captages d'alimentation en eau potable qui sont situés en bordure de ce massif de péridotite. Donc là, vous avez tout au nord le captage de Tapajidé, un peu plus au sud celui de Tocoin et tout au sud celui de Wétereux. Et sur 75 analyses qui ont été faites, les concentrations en nickel étaient de l'ordre, en moyenne, de 4000 microgrammes par litre, ce qui est énorme par rapport aux normes de potabilité, donc de 70 microgrammes par litre fixées par l'Organisation mondiale de la santé ou 20 microgrammes par litre fixées par l'Union européenne. Donc en fait, l'objet de ma thèse était de comprendre comment les feux ont permis l'apparition de ces concentrations élevées en nickel au sein de ces captages d'eau potable. Et donc, je me suis concentré plus sur le captage de Tocoin que vous voyez ici et justement l'étude du bassin versant qui l'alimente. Et donc justement ici, vous pouvez voir le bassin versant, donc une photographie aérienne avec une coupe ici. Donc là, vous voyez que le captage d'alimentation en eau potable de Tocoin est là. Donc là, vous avez une petite photo. Il est alimenté en amont par un petit cric que vous voyez ici. Ensuite, on va retrouver une doline qui a brûlé. Donc une doline, en fait, c'est comme un petit lac, en fait, c'est une dépression topographique. Donc là, vous pouvez voir des traces de feu et elle est totalement sèche. Qu'on était en novembre 2020. Et ici, vous pouvez voir qu'une ancienne photo qui date de 2011, qu'on a justement des joncs avant le feu, et qu'en novembre 2020, donc après les feux de 2019, on n'a plus du tout les joncs, et vous voyez que c'est totalement différent. Donc ça, c'est un site qui est très important à retenir pour la suite de la présentation. Et on a aussi des sites de référence qui nous permettaient de comparer la qualité de l'eau. Donc une doline qui n'a pas brûlé, qui est tout en amont du captage, donc que vous voyez là. Et là, vous voyez que les joncs n'ont pas du tout brûlé. Et on a aussi une source Oumagne, qui est en fait aussi un captage d'alimentation en eau potable, qui en fait, lui, comme son nom l'indique, une source. Donc en fait, l'eau va directement sortir de la péridotite. Et à la différence de Tocoin, qui est situé à 200 mètres de Oumagne, ici, il n'y a pas eu l'observation d'augmentation des concentrations en nickel après les feux. Et donc, ici, vous voyez alors les concentrations en nickel qui ont été mesurées
dans les différents sites, donc Dolines non brûlées, Dolines brûlées jusqu'au captage AEP de Tocoin et de la source Oumagne, à différentes périodes. Donc on a fait 6 missions de terrain qui permettaient justement de mesurer l'évolution justement des concentrations au fil du temps. Et vous pouvez voir que en ordonnée, on a la concentration en nickel et que la concentration la plus élevée en nickel qui a été mesurée, c'était dans la Doline brûlée en septembre 2020. Et elle était de l'ordre de 350 000 microgrammes par litre, ce qui est énorme. Et vous pouvez voir qu'on va retrouver justement ces concentrations élevées en nickel au niveau du cric et au niveau du captage AEP de Tocoin. Donc en septembre 2020, au niveau du captage de Tocoin, on était de l'ordre de 4500 microgrammes par litre, donc qui est largement supérieur au seuil de potabilité de l'OMS et de l'Union européenne, que vous voyez ici sur le trait rouge. Et à la différence, vous pouvez voir que dans la Doline brûlée, on a des concentrations qui sont plus basses, donc de l'ordre de 20 microgrammes par litre, et dans la source Oumagne aussi, à peu près les mêmes concentrations. Donc on peut voir ici que cette contamination en nickel, elle va vraiment de la Doline brûlée jusqu'au cric pour aller jusqu'au captage AEP. Ensuite, pour justement connaître la signature chimique des eaux, on utilise un diagramme de Piper, donc que vous voyez là. Et en fait, avec les différentes concentrations en anions et en cations, ça nous permet de savoir quels sont les éléments chimiques majoritaires à l'intérieur. Et donc, vous pouvez voir qu'on a dans la Doline brûlée, donc là où on a beaucoup de nickel, et dans le cric et dans le captage, donc le triangle rouge, triangle vert et triangle marron, on est dans ce groupe-là. Et en fait, ça va être des eaux qui vont être qualifiées de sulfatées magnésiennes. Donc, on a énormément de sulfate dès qu'on en va avoir du nickel. Et vous pouvez voir que dans les sites où on a très peu de nickel, donc dans la Doline non brûlée et la source Oumagne, on a des eaux qu'on appelle bicarbonatées magnésiennes. Donc, on a très peu de sulfate comparé aux autres sites. Donc, vraiment, dès qu'on a du nickel, on a énormément de sulfate. Et aussi, un des aspects de ma thèse, c'était de comprendre pourquoi on avait cela. Et comme vous l'avez compris, c'était au niveau de notre Doline brûlée qu'on avait énormément de nos plus fortes concentrations en nickel. Et donc, on a prélevé aussi les sédiments, car ça nous permet d'avoir des informations justement sur pourquoi on a ces concentrations élevées. Donc, on a prélevé différents horizons, donc 0 à 5 cm, 10 à 15 cm et 20 à 25 cm. Et ce qui était assez particulier dans la minéralogie de ces sédiments-là, c'est qu'en surface, on va retrouver du sulfate de magnésium. Donc, en fait, c'est un peu comme un sel qui va être riche en nickel. Et quand on va être en profondeur, on va retrouver ce qu'on appelle des sulfures de fer, des sulfures de nickel, qui sont assez importants à retenir pour la suite de la présentation. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Alors le feu, en fait, comme je vous l'ai montré avant, ça a permis il s'est propagé dans la Doline, qui est en fait une zone humide, et ça a détruit tous les joncs. Et lorsque l'on va avoir le passage dans une zone humide, ça va permettre en fait la formation de craquelures. Et ces craquelures-là vont permettre en fait la pénétration de l'oxygène au sein du sédiment, ce qui va alors permettre de mettre à l'air nos minéraux qui étaient stables à la base. Et en fait, lorsque l'on va amener de l'oxygène dans nos sédiments profonds, ça va les mettre en contact avec nos sulfures de nickel. Et nos sulfures de nickel, en fait, dès qu'on va les mettre en contact avec de l'oxygène, en fait, ça va les oxyder, on les appelle, mais ça va un peu les déstabiliser. Et lorsqu'on déstabilise ces sulfures de nickel, eh ben on va libérer du nickel et aussi du sulfate, mais aussi de l'acide sulfurique. Donc on acidifie en fait le milieu et en plus on libère beaucoup de nickel. Et lorsque l'on va libérer de l'acide sulfurique, en fait, ça va dissoudre les minéraux qui sont voisins. Donc dans notre cas, c'est ce qu'on appelle des phyllosilicates nickélifères. Et donc, en dissolvant justement tous ces minéraux-là, on va encore libérer du nickel et aussi du magnésium et d'autres éléments. Donc, c'est pour ça que dans l'eau de notre Doline, on a des concentrations extrêmement élevées en nickel qui peuvent aller jusqu'à 350 mg par litre et aussi des eaux très riches en magnésium et très riches en sulfate. Et c'est pour ça aussi qu'on avait un pH qui était acide au sein de notre Doline qui était de l'ordre de 3 à 4. Ensuite, maintenant qu'on a libéré tout ce nickel dans notre zone humide, eh ben, en fait, l'eau peut en fait s'évaporer parce qu'on est en saison sèche.
Et tout le magnésium, tout le nickel vont réagir avec l'eau et donc vont former ce sel. Ça va précipiter sous la forme de sulfate de magnésium. Et c'est pour ça qu'on va retrouver ce sel riche en nickel en surface. Et en fait, ça va permettre de stocker le nickel sous une forme qui est très mobile parce que ce sel, dès que l'on va ajouter de l'eau, lorsqu'on va avoir une petite pluie, et ben en fait, il va se dissoudre très rapidement. Et donc, ça va relibérer du nickel dans l'eau. Et après, ça va s'écouler jusqu'au captage et donc contaminer notre captage d'alimentation en eau potable. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, on a des variations du niveau d'eau de la doline qui sont très grands. Donc, par exemple, en septembre 2020, on avait 30 cm d'eau et donc on avait une eau qui était très concentrée. Et ensuite, quand on va passer, par exemple, en mars 2020, on avait 1,20 m d'eau au sein de notre doline. Donc, en fait, on va diluer notre stock de nickel, comme si, par exemple, vous avez un carré de sucre avec un peu d'eau ou un verre d'eau complet. Les concentrations vont baisser. Et donc, en fait, on va avoir un recyclage du nickel entre l'eau et les sédiments de la doline. Et pour rappeler justement le graphe que je vous ai montré au début, vous pouvez voir que dans la doline brûlée, les concentrations en nickel ont baissé au fil du temps. Donc, on passe de 350 000 microgrammes par litre à environ 200 microgrammes par litre. Et vous remarquez que cette diminution des concentrations, on la revoit aussi au niveau du captage AEP de Tocoin. Et vous pouvez voir aussi dans le diagramme de Piper que je vous ai présenté juste avant que au fil du temps, vous pouvez voir que pour le triangle rouge, on diminue ici et pour aussi tous les sites. Et ce qui veut dire qu'en fait, on va changer la signature chimique des eaux et donc on va avoir beaucoup moins de sulfate dans notre eau et aussi de nickel. Donc on a l'impression d'avoir une atténuation naturelle de la pollution au niveau de l'île des Pins. Donc en conclusion, dans notre doline, hypothétiquement, au tout début, avant le feu de novembre 2019, en fait, notre nickel était piégé au sein de minéraux qui étaient piégés au sein de minéraux dans notre sédiment. Et ensuite, le feu de novembre 2019 a permis justement la création de craquelures dans notre zone humide, qui a permis à l'oxygène de pénétrer. Et donc, on a justement déstabilisé nos sulfures, on a un peu dissous le sédiment, et donc on a libéré énormément de nickel et aussi de magnésium, etc., et de sulfate. Ensuite, lorsqu'on va être en saison sèche, on va évaporer toute l'eau et on va stocker tout le nickel sous forme de sel riche en nickel en surface. Et dès qu'on va avoir une petite pluie, ce sel va se dissoudre. Et tout au long, justement, juste après l'effet de novembre 2019, c'est pour ça qu'on a eu l'apparition de cette contamination en nickel au niveau du captage AEP et qu'au fil des années, la diminution, les concentrations en nickel ont diminué. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faudrait se demander si lorsque l'on aura un nouveau feu dans notre zone humide, est-ce que ça ne va pas réengendrer le même cycle et donc réaugmenter les concentrations en nickel au niveau de notre captage AEP. Et aussi, comme je vous l'avais dit au début, il y a la présence du Pinus caribea à l'île des Pins. Et comme vous pouvez le voir, le Pinus caribea, lui, il a totalement envahi notre bassin versant. Donc vous pouvez voir ici en tour en bleu, il y en avait très peu en 2002. Et ensuite, vous pouvez voir qu'en 2019, il a totalement tout envahi, surtout au niveau autour de notre doline. Et en fait, le problème du Pinus caribea, c'est qu'une étude a montré qu'il y avait une forte évapotranspiration dans ces forêts-là. Donc, ce qui veut dire que la majorité de l'eau qui va tomber dans les forêts de Pinus caribea, en fait, elle va s'évaporer. Donc, il est possible que le Pinus caribea, lui, a exagéré l'effet de la sécheresse. Et donc, il est possible que la doline a été sèche pour la première fois en 2019. Et aussi, le feu se propage dans les forêts de Pinus caribea. Et donc, il est possible que la végétation qui était présente dans la doline a brûlé pour la première fois en 2019. Et c'est pour ça qu'on n'avait pas observé cette augmentation de concentration en nickel avant les feux qu'il y a eu en 2019. Au sein des perspectives, ça serait d'étudier le captage de Tapajide qui est situé au nord. Donc, d'après nos analyses, on a l'impression qu'on a les mêmes processus géochimiques qui sont passés, mais sauf qu'à la différence de Tocoin, on n'a pas de doline en amont de ce captage-là. Donc, il faudrait continuer les recherches sur ce captage-là au niveau de l'île des Pins.
Et aussi, il faut savoir que ces dolines-là, on les retrouve aussi dans le massif du Sud. Donc, vous pouvez voir que toutes les surfaces ici en rouge, mais en fait, ce sont des dolines. Donc, ce qui veut dire que si potentiellement elles réagissent de la même manière que les dolines de l'île des Pins, si on va avoir des feux qui vont justement se propager dans ces dolines, et bien potentiellement, on pourra libérer peut-être du nickel, peut-être d'autres éléments, engendrer les mêmes cycles géochimiques que je vous ai présentés juste avant, et donc amener à une contamination des cours d'eau que vous pouvez voir là. Donc ça, c'est une perspective à faire, idéalement. Donc j'en profite aussi pour remercier les partenaires durant ma thèse, donc le CNRT Nickel et son environnement, et aussi l'Université de Paris-Saclay. Aussi, merci à la mairie de l'Île des Pins et aux coutumiers de l'Île des Pins qui nous ont aidés, et aussi aux laboratoires, aux institutions avec qui j'ai pu travailler au sein de mes 3 ans de thèse. Et maintenant, on va conclure du coup cette conférence qui était un peu longue, désolé. Alors, comme vous l'avez vu, le feu, c'est une pression qui est d'ampleur conséquente, et qu'on en a malheureusement avec le réchauffement climatique, on est de plus en plus concerné par cette problématique, qui est d'abord une menace pour la biodiversité, parce que la Nouvelle-Calédonie est un hotspot de la biodiversité, et aussi on se rend compte qu'on peut avoir des conséquences majeures sur les ressources en eau en termes de qualité de l'eau, et il y a quand même beaucoup d'interrogations à avoir et de perspectives à faire dans l'avenir. Donc déjà identifier l'ampleur d'impact déjà identifié, mais par exemple, étudier, comme ça a déjà été dit, l'impact sur la qualité de l'eau peut-être pour d'autres métaux, comme le cobalt, comme nous on l'avait vu au niveau de l'île des Pins. Aussi, étudier l'impact sur la qualité de l'air, par exemple. Et aussi, faire entrer justement les politiques publiques dans les discussions, et aussi valoriser les savoirs locaux afin de permettre un meilleur consensus des pratiques, et aussi de mettre nos compétences ensemble pour justement mieux lutter contre tous ces problèmes en fait. Et donc voilà. Bon, je suis fini.